Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché de la crypto-monnaie, le marché en général et surtout le Bitcoin. Avant de commencer cette analyse et de commencer les news, petite information qui est à 14h sortie de la vidéo de mise à jour sur Quant, donc QNT, ne loupez pas, c'est à 14h. Alors, côté news, qu'avons-nous? Nous avons une petite analyse qui a été effectuée notamment sur les transferts roubles BTC qui ont eu lieu ces 2 derniers jours et notamment hier. On voit qu'il y a eu 16 millions de dollars de volume de transferts sur roubles BTC. Hier, j'avais commencé à en parler en vous disant que le volume était assez faible, en l'occurrence par rapport à lundi, et il est vrai que ça a énormément poussé. En l'occurrence, c'est Blockchain News qui nous sort l'analyse de Keiko par rapport à cette schématique-là, donc je vous invite à regarder. Bon, c'est vrai que 16 millions, ça peut paraître beaucoup, mais dans un marché comme celui du Bitcoin, ça reste quand même assez peu. Ensuite, nous avons une bonne nouvelle sur la décentralisation. Nous avons Ethereum qui passe les 300 000 validateurs. Donc, il est évident que quand je vous dis que Solana passe les 1500 validateurs, on est quand même très très loin d'une décentralisation comme tout simplement le BTC. Mais ça reste quand même très correct. Et c'est vrai qu'Ethereum s'impose comme étant un des leaders sur la décentralisation par rapport à ça. Pour rester dans cette schématique de décentralisation, nous avons le Canada qui annonce friser 20 millions de dollars en crypto qui appartiennent au Freedom Convoy. Donc en l'occurrence, grâce à leur législation, ils peuvent imposer directement le blocage du passage crypto-fiat au niveau des exchanges, justement par rapport aux différentes adresses qui appartiennent au crypto convoy, enfin au Freedom Convoy, pardon, au crypto des Freedom Convoy. Et en l'occurrence, on se pose toujours la question de la notion de décentralisation, surtout qu'il y a eu une demande de l'ensemble des exchanges de bloquer les assets russes. Les exchanges ont refusé parce qu'il n'y a pas de régulation et de législation autour de ça. Mais que sera-t-il s'il y a une législation et une régulation autour des exchanges qui forcera les exchanges à appliquer ces types de décisions? Voilà, c'est une petite opinion ouverte aux commentaires, je vous écoute et je vous le dirai. N'hésitez pas aussi à partager dans le Discord, c'est avec plaisir qu'on ouvre la discussion. Dernière petite nouvelle, eBay, je vous en ai commencé à vous en parler, en l'occurrence, avait teasé qu'ils allaient justement utiliser les cryptos. Ça se confirme, on nous dit qu'on va avoir plus d'informations le 10 mars. Donc ça va être à suivre, encore une fois, quelque chose qui est très bullish pour les crypto-monnaies et pour l'écosystème de la blockchain. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui, on va passer à l'analyse technique, voir un petit peu où on en est. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Sur cette analyse technique, nous avons, pour petit rappel, une schématique d'Elliott qui se met en place avec vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Et nous sommes dans la vague 4 de cette vague d'Elliott avec un retracement ABC. À l'heure actuelle, le point le plus bas du C est égal 1 pour 1 sur la vague A, donc c'est-à-dire la vague C est égale à la vague A pour l'instant. Néanmoins, étant donné que la vague B a fait une incursion en extend, il est possible de voir une vague C avec un extend qui va justement plus loin que la A et prendre la liquidité de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, en dessous des 29 000 $, nous avons une énorme poche de liquidité et nous avons sur le CME notamment un gap qui peut être amené à être comblé, et c'est d'ordre général, normalement, lorsque nous avons un gap, il est amené à être comblé. Alors maintenant ou plus tard, peu importe, mais on sait que c'est quelque chose sur lequel le prix repassera, a de fortes probabilités de repasser. Cette C est composée de 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes lors de la 5e, et cette 4e qui est en train d'être effectuée, qui n'est pas terminée, du coup, est effectuée en 1, 2, 3. Donc nous attendons la fin de cette 3, enfin de ces A, B, C, de ce C, pour pouvoir entamer la 5e
vague de descente et nous valider justement cette quête là. Donc ça c'est la schématique que je défends depuis un certain temps, à savoir que l'invalidation de cette schématique et le fait de casser les 52 250 avec une belle bougie, donc c'est-à-dire qu'on fait une vraie bougie, on fait une clôture au-dessus des 52 250, et là on aura une invalidation sur une schématique autre qui serait justement le début d'une vague 5 avec un 1 pour 1 qui a été validé là-dessus. Néanmoins, dans cette schématique qui est en train de se faire, nous avons en noir du wick-off qui se met en place avec une accumulation, avec un psy SC, donc un arrêt de la tendance baissière, un AR, un test de cet arrêt baissier, et on remonte refaire un nouvel AR. Ce qu'on attend pour pouvoir valider cette accumulation, c'est une prise de liquidité du selling climax, donc du SC, à travers ce qu'on appelle un STB, et potentiellement un spring. La notion de prise de liquidité va dépendre de l'impulsion qui va être donnée. Ça peut être une prise de liquidité faible avec juste une mèche, ou ça peut être tout simplement une grosse prise de liquidité avec une descente qui peut justement valider cet equal low qui se trouve ici, donc tout simplement un renforcement de la liquidité baissière. Donc on a toute cette schématique qui se met en place par rapport à ça. L'accélération du cours qui a eu lieu ces derniers jours a laissé un gap entre 41 900 et 43 000 au niveau du CME, donc on attend toujours de pouvoir le combler pour que ce soit validé dessus, et en fonction de ça, on va pouvoir voir ce qu'il se passe. Au niveau des poches de liquidité, nous avons la poche de liquidité au-dessus, donc qui est une poche de liquidité forte, qui est notamment donnée par cette grosse descente qui a été évacuée. Donc nous avons au-dessus des 47 000, entre 47 000 et 48 500, une grosse poche de liquidité, donc en attente, tout simplement. Et ensuite, en dessous, nous avons évidemment une énorme poche de liquidité en dessous des 29 000 à pouvoir combler. Nous allons maintenant regarder quelque chose qui est intéressant. Alors, sur le RSI, on commence à avoir une schématique qui va falloir surveiller. Première chose, nous avons ici des tops qui sont de plus en plus bas, mais ici, nous avons quelque chose vraiment à surveiller. Parce que nous avons limite quelque chose qui est droit, donc il va falloir voir les mouvements qui vont être effectués du prix et les impacts au niveau du RSI en daily sur le CME, parce que potentiellement nous pourrions avoir une divergence daily baissière, donc bearish, sur cette schématique-là, avec une aggravation de la descente si jamais le RSI dépasse franchement ce niveau-là et clôture sans forcément dépasser ce top-là. À ce moment-là, on aura une indication possible d'une continuité de tendance de baisse, enfin une confirmation en tout cas possible d'une continuité de tendance de baisse. Il va falloir vraiment surveiller cette divergence-là, qui pour l'instant n'apparaissait pas tant que ça, mais là commence à apparaître, et il va falloir vraiment la surveiller si jamais on a une déclaration de celle-ci, parce que ça pourrait être vraiment l'indication nécessaire pour pouvoir valider une rechute pour aller tester le SC à minima, voire prendre la liquidité du SC sur le CME. Ce qui est important de savoir, c'est que cette divergence n'est pas disponible sur le BTC USTD, d'accord, donc le classique hors contrat CME, et en l'occurrence, on voit que cette divergence n'est pas là, d'accord. Donc c'est déjà rassurant dans cette idée-là, mais néanmoins, on la surveille sur le CME, parce que ça peut être justement une chute des CME, et chose qu'on va voir justement un petit peu là-dessus. D'ailleurs, on voit qu'il y a commencé à avoir une divergence entre le CME et le BTC, tout simplement pour les heures d'ouverture. On voit que le CME est à 44 400, alors que le BTC a commencé justement une chute, une légère chute, à 44 000, et va potentiellement tester les 44 000 directement par rapport à ça au niveau de l'ouverture. Donc on va déterminer et suivre surtout cette évolution là-dessus. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. La première, c'est on va faire une petite analyse, chose que je commence à vous montrer assez régulièrement, de l'open interest. Et je vous avais expliqué que on avait ici une accélération au niveau de l'open interest qui s'était effectuée, une rebaisse de l'open interest suite à cette remontée, et qu'on avait certainement une pool de liquidation qui avait été effectuée avec une prise de profit. Donc ça, c'est toujours valable. Mais je voulais plus vous offrir une vision macro, profiter justement de cette thématique-là pour vous offrir une vision macro. La première chose, c'est que si vous regardez les niveaux les plus bas,
au niveau du ratio Open Interest Market Cap, on remarque que c'est lors de ces zones les plus basses, donc c'est-à-dire ici, là nous en avons une ici, nous avons ici, sur cette zone d'accumulation forte, nous avons des prémices d'une poussée qui sont systématiquement effectuées. Or, pareil, ici, nous avons le retracement qui est effectué, perte de l'open interest, donc perte de confiance du marché, on va redescendre, tac, qu'est-ce qui se passe? On a une remontée de l'open interest lorsque le prix repart. Nous avons eu une chute brutale due à ce flash crash, à cette énorme bougie qui a eu lieu justement au niveau du BTC. On voit qu'on est remonté au niveau directement du top précédent et qu'on est resté sur cette schématique là, même si on continue à descendre tout doucement. Et nous descendons tout doucement au niveau du ratio de l'open interest. Mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut impérativement est peut-être un gros mot, mais en tout cas, il faut que nous descendons plus bas sur le ratio, avec inférieur à 1,5, voire 1,4, pour pouvoir justement décharger suffisamment le train, tout simplement au niveau de l'open interest, pour pouvoir avoir un schéma bullish qui peut se mettre en place. Ça, c'est un des signaux qu'il va falloir surveiller. Autre signal, c'est que ici, nous sommes encore ultra chargés, donc ça c'est l'open interest, sur Binance notamment, avec notamment le nombre en BTC d'open interest. Et on voit que, en l'occurrence, on n'a pas bougé, c'est-à-dire depuis que, même voir lorsqu'il y a eu ce flash crash, on a eu le flash crash, on est remonté encore plus haut. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que là, c'est signe que le train est encore excessivement chargé, et que il va falloir à un moment donné le décharger par rapport à ça. Et donc c'est toujours important de garder un œil là-dessus, et je vous parle souvent des indicateurs Fear Grid et Social Index, où justement ça vous donne un peu cette schématique-là, où le marché, il ne faut pas oublier que c'est une grosse partie de psychologie. Là, majoritairement, les gens sont persuadés encore, toujours, que ça va monter, c'est-à-dire qu'on va être dans du bullish. Étant donné que nous avons toujours un open interest qui est quand même très très fort par rapport à ça. Et, comme on le dit, le marché fait toujours l'inverse de ce qu'on pense. Le marché a pricé la chute, en tout cas, enfin la problématique de géopolitique, et donc du coup, on n'a pas eu une chute aussi grosse qu'escompté, parce que c'est quelque chose qu'on prépare depuis déjà plusieurs mois par rapport à ce qui est en train de se faire. Le marché s'était préparé par rapport à cet événement. Néanmoins, la réalité du marché, c'est que même si on est dans le fear, regardez, on a eu une petite poussée qui s'est effectuée, juste cette petite poussée-là, on est repassé de l'extrême peur à de la neutralité, d'accord? On est passé de 20 à 50, juste en une bougie. Voilà. Là, on se pose vraiment des questions, c'est-à-dire que la peur n'est pas encore assez instaurée. Les gens sont encore trop bullish par rapport à ça, et même si on regarde le social index, on voit que le social index est continuellement dans l'extrême bullish. C'est-à-dire que là, on est toujours dans le dip, on a toujours cette schématique-là de potentiel dip. Et donc, il faut faire très attention par rapport à ça, parce que, on le sait, le marché a toujours tendance à faire l'inverse de ce que les gens, la majorité, pensent, et donc il faut faire vraiment très très attention par rapport aux investissements qu'on effectue actuellement. Autre élément que je voulais vous noter, c'est que tout simplement quand on a une grosse accumulation comme ceci, on voit en fait des volumes qui commencent à monter. Et on commence à avoir une schématique qui est en train de se mettre en place là sur cette dernière partie. On voit une augmentation des volumes, c'est-à-dire que là on avait une baisse des volumes très fort, donc buy sale volume, et là on voit que on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui est encore bien fébrile par rapport à ici. Et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on voit l'augmentation ici de l'open interest qui s'effectue au fur et à mesure au crescendo, avec une chute qui s'effectue par rapport à cette petite baisse. Ah bah non, tout compte fait, on repart. Et donc du coup, on va avoir une peur qui va s'instaurer, et on repart, on pousse. Là, le souci, c'est que la volumétrie est bien moindre qu'ici, et on a pourtant un train qui est excessivement chargé. Et donc là, on commence à avoir une discordance, et généralement, quand on a une discordance, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une régularisation de cette discordance. Voilà. Petit point d'analyse macro sur ce qui se passe, et que bon, c'est une indication à garder par rapport à ça. L'autre chose que je voulais vous donner, c'est, je regarde souvent l'open interest en futur qui est en train de se faire. On voit que tout est dans le positif, sauf le CME.
Et ça m'a titillé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est en positif? Le CME en plus a été en positif le dernier jour. Pourquoi il est en négatif? Et encore en négatif quand même de moins 7%. Donc c'est quand même conséquent. Donc je suis allé regarder un peu. Et on voit qu'on a un décrochage qui s'est effectué en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas de poussée. Donc on a un prix qui a monté, on a le prix qui a monté. Et on a décroché avant qu'il y ait un décrochage du prix. Pour rappel, c'est arrivé dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, que le prix du CME décroche avant le décrochage du prix. Donc ça, c'est une première alerte qu'on peut se poser par rapport à ça au niveau du CME, alors qui peut être une fausse alerte, mais en tout cas qui est une indication institutionnelle où on se dit, ok, les institutions, en l'occurrence, il y a une baisse de la liquidité des institutions qui se fait sur l'open. Après, c'est une petite baisse, hein, on est d'accord, les volumes sont assez bas, mais néanmoins, c'est quelque chose que l'on garde en tête et qui nous met justement aussi un petit warning en se disant, ok, pourquoi là-dessus j'ai un décrochage alors que le prix n'a pas encore décroché, que le reste est excessivement bullish et que globalement les CME institutionnels, eux, décrochent. Bon, là, on se met un petit warning en tête en se disant, ok, est-ce que c'est les prémices ou est-ce que c'est juste tout simplement une concordance qui s'effectue, bon, voilà, du hasard. Néanmoins, on garde en tête, et il faut le garder en tête quoi qu'il arrive. Autre élément que je voulais vous donner, on continue la liquidation. Je vous avais dit que le marché était en manque de liquidité, on en crée. Regardez, nous avons encore liquidé 179 millions en 24 heures. Donc là, on est à 1,6 milliard, je crois, en moins d'une semaine. Donc vendredi, on fera le total, mais je pense qu'on sera pas loin des 2 milliards en une semaine de liquidé. Donc on commence vraiment à récupérer de la liquidité sur le marché. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est cette schématique de l'Open Interest Buy Strike, donc que je suis régulièrement. Celui de vendredi, alors on a des montants qui sont quand même assez bas. Je le note. Et donc du coup, qui donnent beaucoup moins d'impact par rapport au Max Pain Price, mais on a un Max Pain Price à 40 000. Bon. On le garde en tête parce que on pourrait très bien avoir un petit retracement sur 40 000 d'ici vendredi, voire potentiellement moins, étant donné qu'on a une vague qui se trouve quand même bas. Mais on a quand même un volume qui est quand même très faible. Donc ce volume-là va avoir assez peu d'impact. Il y a assez peu d'argent à aller chercher par rapport à cette schématique ici. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que pendant que je traînais sur l'Open Interest, je suis allé voir un petit peu le 25 mars. 25 mars, nous étions dans cette schématique-là, avec un petit peu moins de 10 milliards, avec un Max Pain Price à 42 000, nous avions 47 000 Open Interest, avec un ratio de 59 qui était effectué. Là, si on regarde, on n'a pas bougé, on est toujours à 42 000, sauf qu'on est passé un petit peu au-dessus des 12 milliards, avec un total de 62 000 d'Open Interest. Par contre, le ratio n'a pas changé. Et ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume général, mais il n'y a pas de changement du ratio des investissements qui sont effectués. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un Max Pain Price à 42 000. Et ça, c'est intéressant à le noter, je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos, parce que le temps va me manquer ici, mais par rapport au mois de mars, ça veut dire que le pricing est en train de se faire et qu'il y a une confirmation du pricing qui est en train d'être effectué et que les gens se couvrent en hedging là actuellement, et c'est assez intéressant de voir cette schématique-là. Alors, on va regarder un petit peu en 1 heure rapidement, parce que je vous avais donné des scénarios et j'ai commencé à voir un peu sur le Discord des personnes qui disaient que le scénario était invalidé. Pour rappel, je vous avais donné 2 scénarios. Le premier, c'est le scénario vert, BCARST saut LPSI chute. Donc là, en l'occurrence, une distribution sans UT qui se fait et qui doit justement s'invalider à cassure du ST précédent. Mais cassure, c'est pas une prise de liquidité avec une petite mèche comme ça. Cassure, c'est une bougie au-dessus de ce niveau-là et pas tout de suite une réinsertion. C'est-à-dire que on travaille cette zone au-dessus. Là, en l'occurrence, on a tout de suite méché, on a pris la liquidité, on est redescendu. D'accord? Et on retravaille cette zone-là. Là, on a un cric qui est en train de s'effectuer. Ce cric-là peut être soit une forme de distribution, donc qui n'est pas encore validée là pour moi à mon goût. Donc du coup, je n'en parle pas pour l'instant, et qu'il va falloir surveiller. Donc soit une continuité de tendance avec on pousse et on valide justement l'invalidation de cette schématique verte et on valide la schématique orange qui est un BCAR estéro orange saut UT avec prise de liquidité du BC
et un objectif à 46 000, premier objectif. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est validé, on a continué le travail, et donc là, par contre, on est dans une zone excessivement intéressante, voir ce qui va se passer. Donc pour l'instant, si je dois résumer, on ne change pas, on n'a pas eu d'invalidation, on n'a pas eu de validation. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a pris de la liquidité au niveau du SC, une liquidité qui était importante à prendre, je pense en tout cas par rapport à cette schématique-là, parce que c'est de l'inducement, donc on a récupéré la liquidité de tous ceux qui ont shorté ici, donc on a une bonne liquidation qui a été faite, qui a été peut-être un peu timide, même si on a travaillé le niveau du... donc c'est une prolongation... Ah, attendez, je vous la montre. C'est la prolongation de cette première impulsion haussière qui a été effectuée, et on voit qu'on a travaillé le 272. Donc on s'est arrêté pile poil sur 272 qui correspondait à une liquidité. Donc comme je vous dis, quand on a une concordance d'éléments qui nous donnent, forcément on va avoir une réaction du prix dessus. Là on a eu une belle réaction. Ce qui est important à noter, c'est que la prochaine zone de concordance, elle est quand même à 46 000, d'accord, qui est toujours par rapport à cette prolongation d'impulsion haussière, et une deuxième prolongation qui est la prolongation de cette grande A, d'accord. Donc par rapport, si jamais on fait du A est égal à C, donc on se retrouve sur du 47 190, et du coup on a une concordance avec justement la prolongation de 1,618, donc le nombre d'or, de cette première impulsion haussière. Donc là, il est important de garder cette idée-là pour pouvoir se dire, ok, là on est dans une zone importante, soit on invalide la schématique verte et on valide la schématique orange, soit on chute et directement on valide la schématique orange par rapport à ça. Par contre, si vous avez une petite chute et après un redépart, c'est logique, d'accord. Quand je dis une chute, c'est-à-dire qu'on casse à minima cet inducement ici, donc c'est-à-dire les 30, on passe en dessous des 37 000. Si on passe pas en dessous des 37 000, on a toujours une possibilité d'aller en UT, d'accord. Donc voilà, je vous donne comme ça toutes les indications pour pouvoir vous montrer. Alors, l'autre chose que je voulais vous parler rapidement, parce que c'est juste une petite schématique qui est en train de se mettre en place, que je vous avais donné justement les différents points par rapport à l'oil, donc justement le pétrole. Alors, je vous avais dit que on allait aller chercher le 1,618, on voit qu'on a fait la première poussée, on a retracé. En l'occurrence, je vous avais dit que le prochain arrêt, c'était le 109, qui allait se faire avec une prise de liquidité au niveau du 107, qui est logique par rapport à ça. Et regardez, on est allé prendre la liquidité, on est en train de se diriger vers le 109 par rapport à cette schématique-là. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et ce qui est en même temps logique par rapport à la schématique institutionnelle et la schématique qui est en train de se mettre en place au niveau de la géopolitique, où on est en train de créer une lutte économique avec la Russie. Russie qui produit énormément de gaz, et donc forcément, s'il y a cette peur, il y a le pricing qui est en train de se faire de cette peur d'un arrêt d'alimentation du gaz naturel, et notamment de tout ce qui est pétrole russe, et donc ça veut dire qu'on va avoir les autres pétroles, le prix du pétrole classique, qui va flamber, ce qui est tout à fait normal, étant donné que s'il n'y a plus de gaz, on est obligé de consommer une autre énergie fossile, et donc la plus simple, c'est le pétrole qui est fourni, et donc on va avoir un pricing élevé qui va être fait. Par contre, il est normal et il est logique qu'à partir du moment où on va avoir une fin de ce pricing, on va avoir une grosse correction qui va se mettre en place. Ici, on a quand même une grosse imbalance qui est en train de se mettre en place. Et donc, il faut vous dire que sur des indices, on a énormément d'institutionnels qui sont placés. Donc, ça veut dire que tout ce qui est gestion de l'imbalance, tout ce qui est week-off, a un poids très important sur tout ce qui est indice et gestion des indices, notamment comme le baril de pétrole. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.